Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. L'énéagramme est impardonnable. Il est impardonnable pour deux raisons. Depuis quelque temps, j'articule l'énéagramme avec l'analyse transactionnelle. Et notamment les états du moi, on va faire des vidéos. Ah mais c'est bon ça, l'analyse transactionnelle c'est bon, c'est Eric Berne, c'est un psychiatre, il a été validé par ses pairs, nous savons où ça mène, il y a les fondements, pour le dire ainsi, de la psychologie contemporaine, et nous voilà avec un mental analytique bien sécurisé. Et c'est exactement ce que l'on reproche à l'énéagramme. Il n'y a pas de fondateur. Il n'y a pas de fondement à l'énéagramme. On ne sait même pas qui a dessiné cette figure cosmologique pour la première fois. On ne sait même pas si on est dans l'Inde ancienne, si on est plutôt du côté de la Méditerranée lors de la première utilisation de cette figure. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire que le mental analytique sous stress, je le dis souvent, fonctionne par paire d'opposés, juste, injuste, correct, incorrect, bon ou pas bon. Et effectivement, il a besoin de sources stables, de références. Voilà. Et donc, c'est peut-être rien pour certains profils énéagrammes, mais pour certains, pour d'autres, c'est très important, c'est pertinent d'avoir cette stabilité. Voilà. Et ça ne se juge pas, parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais profil. Mais à partir du moment où il n'y a plus cette stabilité-là, alors l'énéagramme devient vite une figure ésotérique. On n'est pas loin de la dérive, finalement. C'est-à-dire que ça devient un problème. Parce que l'énéagramme est un système ouvert qui n'a pas de fondement. Une maison a des fondements. Une maison a des fondations et ces fondations stabilisent la maison. Et c'est ce que l'on aime dans certains systèmes. Et c'est ce que l'on rejette pour l'énéagramme. Pour certains, encore une fois, ça ne présente aucun problème. Pour d'autres, c'est une problématique grave. Le deuxième aspect, et c'est de loin le plus important. Le deuxième aspect, ce que l'on ne peut pas pardonner à l'énéagramme, c'est que l'énéagramme nous amène à voir la personnalité, l'énéagramme, comme un objet. C'est-à-dire que ça m'amène à considérer que je ne suis pas ma personnalité. Énéagramme. Voilà. J'insiste parce que on n'est déjà pas loin si on dit qu'on n'est pas notre personnalité. Énéagramme. On n'est déjà pas loin d'être pris en charge. Parce que dans le prisme dont je parlais en début de la vidéo, je suis ma personnalité. D'une certaine manière. Je dois la travailler, l'améliorer, libérer certains aspects. Et la problématique, c'est que lorsque l'on étudie l'énéagramme en profondeur, c'est-à-dire tel qu'il était vu autrefois, ça nous amène à nous positionner dans une forme d'observation de la personnalité. Ne confondons pas la personnalité avec le corps. Le corps est tout le temps en éveil, même lorsque nous sommes dans le sommeil profond, ce qui n'est pas le cas de la personnalité qui, elle, s'endort tous les soirs. Le mental, l'identification au mental disparaît tous les soirs dès que nous sommes dans le sommeil profond. Parce que quand il y a encore, on pourrait dire, une certaine activité cérébrale, il peut y avoir encore des rêves, des choses comme ça. Mais nous ne pouvons pas nous résumer à une histoire qui en plus est une histoire en mouvement. Et ça, c'est impardonnable. Et ça, les quelques fois où j'ai évoqué cet aspect-là dans certaines vidéos, il m'est eu arrivé de me faire allumer en commentaire, et c'est bien normal. Parce que le mental analytique, une fois qu'il a considéré quelque chose comme juste, et qu'il a considéré que ça se le sécurisait, il est hors de question de le remettre en question. Et c'est justement ce qui est impardonnable, deuxième aspect avec l'énéagramme, c'est que ça nous invite à nous remettre en question et à se poser une question qui est justement beaucoup moins philosophique que ce que l'on pense. Qu'est-ce que je suis vraiment? Et on en arrive, j'ai envie de dire, à une question qui est ancestrale, millénaire, qui est peut-être spirituelle. J'en suis malheureux, c'est vrai que ce mot est trop employé à toutes les sauces. C'est-à-dire, c'est la question qui je suis, qu'est-ce que je suis? Parce que de manière très terre à terre, oui, cette personnalité, on pourrait dire énéagramme, me définit.
En réalité, je me sens différent et en même temps ça me parle. Alors c'est normal que je me sente différent parce que l'énéagramme effectivement ne s'attache pas au comportement et nous avons tous des comportements qui peuvent être différents et qui peuvent évoluer. Ça s'attache aux motivations. Et effectivement, si on a tous des comportements différents, il n'y a que 9 grandes formes de motivation. Les motivations énéagrammes qui nous amènent à avoir une personnalité énéagramme. Et donc, forcément, si je ne suis pas ma personnalité énéagramme, qu'est-ce que je suis ? Et de manière très terre-à-terre, de manière binaire, j'ai envie de dire, et de manière spirituelle si vous le souhaitez, à partir du moment où vous pouvez percevoir quelque chose, c'est qu'il y a un espace. Alors on pourrait se demander, mais quelles sont les limites de cet espace qui perçoit la personnalité ? Ne confondons pas le corps, même si le corps fait partie du monde manifesté. Nous habitons quand même chaque cellule de ce corps, je pense que c'est OK là-dessus. Ne confondons pas le corps avec la personnalité qui est mouvante. Est-ce que je suis ce qui est changeant, ce qui disparaît tous les soirs ? Parce que dès que je suis dans le sommeil profond, l'identification mentale disparaît. Voilà. Mon histoire disparaît. Les choses que je défends au niveau mental évoluent. Est-ce que je suis ce qui est changeant ? Ou est-ce que je suis au contraire ce qui est stable, ce qui est tout le temps là ? Et que certains veulent appeler de bon cœur conscience, pourquoi pas ? Une présence, tout ça c'est des mots, c'est des synonymes de ce grand mystère. Alors effectivement, ces deux aspects-là nous amènent dans une forme de suspicion. C'est douteux pour le mental analytique, c'est une problématique. Voilà, c'est-à-dire que ça m'amène à remettre en question des choses que je pensais justes. Et effectivement, quand on parle de l'ego, puisque l'ego est la somme de toutes les pensées que l'on pense justes, derrière, il y a bien sûr le mental analytique qui ne veut pas se remettre en question. Une fois qu'il a validé quelque chose, il ne veut pas faire machine arrière. Et l'énéagramme nous amène à faire machine arrière. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans une attitude où on va enrichir la personnalité, la faire évoluer, la faire grandir, ça nous ramène à cette simplicité d'être. Revenons sur ces quelques expressions, quelques mots qu'on emploie pour désigner les émotions. La colère. Mais c'est un concept trop flou, c'est rien de réel. La colère, la tristesse, la peur, l'angoisse, tout cela, c'est de l'énergie, c'est de la physique, c'est juste des scientifiques qui diraient que dans l'univers tout est énergie. Donc on n'est pas dans la dernière dérive New Age ou je ne sais quoi, c'est de la science, c'est de la physique. Ce que vous ressentez sous les épaules, que le mental va péniblement essayer d'étiqueter comme étant colère, tristesse, peur et décliner tout ça, injustice, abandon et autres, c'est de l'énergie. Cette énergie, on ne peut pas la rejeter. Vous pouvez le faire mentalement, mais si vous le faites, vous allez le revivre plus tard. Donc, l'énéagramme nous amène à une simplicité. L'énéagramme nous amène à remettre tout en question, ne serait-ce que pour un instant. Le mental ne veut pas faire ça. Il n'y a que la conscience que nous sommes qui peut décider de remettre, ne serait-ce que pour un instant, tout de côté. Et on verra ça dans d'autres vidéos, on utilisera Neti et d'autres manières de prendre justement ce fameux recul. On peut dire, d'une certaine manière, que l'énéagramme nous aide aussi à aller mieux dans le monde manifesté, mais voilà, c'est une remise en question profonde. Et on pourrait penser que, je parlais de l'analyse transactionnelle tout à l'heure, qui est un outil merveilleux. Franchement, j'adore. Donc ça a vraiment sa place, rien n'est à rejeter. Mais on pourrait penser finalement qu'à ce niveau-là, il y a déjà les réponses que l'on recherche. Mais en réalité, ce n'est qu'un étiquetage mental. Et on pourrait dire que la libération de nos problématiques se situe dans l'harmonisation, voilà, pour employer un mot propre à la structure 9 énéagramme, à l'harmonisation de ces trois aspects qui sont le mental, je parlais à l'instant, le corps et l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est de l'énergie. Et nous sommes des êtres énergétiques. C'est Einstein qui le dirait, c'est de la physique, c'est tout. Donc à un moment donné, je pense que c'est important de regarder que l'énéagramme nous amène à nous repositionner complètement dans des proportions folles. Et ça, le mental analytique, bien sûr, ça lui fait peur.
Et le mental analytique n'est pas à rejeter, mais le mental analytique disparaît tous les soirs. Est-ce que l'on disparaît tous les soirs? Au fond, on ne peut pas dire qu'on disparaît tous les soirs, parce que nous avons quand même cette certitude, en tout cas, on suppose fort quand on s'endort le soir qu'on va se réveiller le lendemain. Donc nous savons à quelque part que nous ne sommes pas qu'un mental, et ce repositionnement, eh bien, c'est une invitation forte de l'énéagramme qui pouvait être vu sans doute autrefois comme un outil qui nous ramenait au soi, qui nous permettait de passer du moi, le moi c'est la personnalité, au moi, enfin au moi profond, au soi. Donc ces deux aspects, eh bien, effectivement, font que l'énéagramme, eh bien, est encore aujourd'hui assez méconnu, parce qu'il ne va pas dans l'air du temps. Alors on va finir cette vidéo sur qu'est-ce qui fait que malgré tout, l'énéagramme a pu traverser les millénaires. Alors tout simplement, à mon avis, c'est parce que comme c'est une figure cosmologique, vous pouvez le mettre, cette figure cosmologique, à peu près à n'importe quelle sauce. Ça peut devenir un alphabet. À ce titre-là, je parlais d'Eric Berne tout à l'heure, un autre psychiatre a fait un travail conséquent sur l'énéagramme. Alors, Eric Berne n'a pas travaillé l'énéagramme, hein, je ne crois pas. Enfin, vous me mettrez en commentaire, mais un psychiatre a travaillé de manière très conséquente autour de l'énéagramme, Naranjo. Voilà, Naranjo, naturellement, il a, lui, eh bien, apposé ses connaissances à travers l'énéagramme. Et ça marche, ça marche. Alors oui, bien sûr, ça devient du coup une figure propre à un énéagramme contemporain, et ce n'est pas à rejeter. Mais je pense que c'est, enfin voilà, pour revenir sur ce que je disais, c'est ça qui a permis à l'énéagramme de traverser les millénaires, c'est parce que déjà il a pu s'enrichir, l'humain a pu y déposer ses connaissances, l'humain, on va dire, s'est familiarisé avec aussi cette figure, qui nous ramène à une autre figure cosmologique qui est le yin-yang. Regardez à quel point ces deux figures se ressemblent, et l'énéagramme nous amène à regarder chaque profil comme étant indissociable de l'évolution et de l'involution. Et ça, c'est un aspect très important, voilà, de l'énéagramme. C'est-à-dire que ce n'est pas une case enfermante. Voilà. D'ailleurs, essayer de mettre un rond dans un carré n'est pas la meilleure des choses qu'on peut faire. Bon, blague à part, pourquoi le yin-yang? Parce que et le yin et le yang n'existent pas et n'a jamais existé. Yin et yang sont indissociables. Et en fait, ça, c'est un aspect fondamental de l'énéagramme et qui n'est pas assez mis en avant, je pense. C'est que vous ne pouvez pas regarder un profil dissocié de son évolution et dissocié de son involution. Une personnalité, c'est quelque chose de mouvant à chaque instant. Au sein d'une même journée, on va être dans l'évolution et dans l'involution. Vous rajoutez les ailes, parce que les ailes, donc, c'est les profils qui entourent les personnalités dont on parle, et vous êtes sur une profondeur finalement de personnalité. Vous n'êtes plus dans une petite case, vous ne pouvez plus dire il est ceci, il est cela. Ça dépend de chaque instant, en fait. Ça dépend des journées, des semaines. Et donc ça ramène, et cette manière de réfléchir le monde, cette manière aussi de faire des comparatifs très profonds qu'offre le yin-yang, qui était presque une manière de penser, qui a réfléchi, qui a disparu, et sans doute pas qu'en Occident. Cette manière de réfléchir nous permettait justement de mieux se comprendre, mais aussi de se mettre en corrélation, de se mettre aussi en perspective avec les autres profils énéagrammes, pour justement trouver un équilibre, pour casser cette séparation, parce que l'énéagramme aussi est un outil de communication, et on ne se sent bien avec les autres que quand on est soudé, voilà, quand on est, on pourrait dire, sur le même niveau, mais j'aime pas cette idée de niveau, parce que c'est encore quelque chose qu'il faut, à mon avis, tout simplement abandonner. Donc voilà, c'est riche, l'énéagramme, mais ça remet tellement de choses en question que naturellement, ça a tendance à être mis un peu de côté quand même. Voilà. Ici s'arrête cette petite causerie habituelle énéagramme. Un petit pouce, vous abonner. Enfin, c'est la joie de partager. Hein, vous voyez bien, c'est une petite chaîne, donc c'est ok. Peut-être à bientôt là. Au revoir.